Bonjour tout le monde, je vais vous lire à haute voix un livre intitulé L'inconnu du cimetière Saint-Hilaire qui se déroule à Barville et Marle-Duc, donc en Lorraine. On va voir ce que ça peut donner et si ça pourra ou non vous intéresser. Bon, j'essaierai une vidéo et on verra après si je continue. Chapitre 1er. C'est dans l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc que je rencontrai pour la première fois la duchesse Valentine Pozzo di Borgo. Depuis le matin, je me sentais épié. J'avais le sentiment que l'on me suivait, mais, jusqu'à présent, j'avais su conserver mon calme. Alors que le soleil à son déclin patinait de safran les vieilles pierres de la cité, n'y tenant plus, je me pris à courir comme un fou, sans savoir où j'allais, sans même comprendre ce que je fuyais. Les ombres qui me traquaient pouvaient n'être après tout que le fruit de mon imagination. D'ailleurs, lorsque je me retournais, je ne distinguais jamais personne, mais je voulais à tout prix échapper à ce malaise, fût-il le produit de mon cerveau malade. La porte de l'édifice était ouverte. J'interrompis ma course un bref instant, saisi par la beauté des vitraux surplombant l'autel. Sans plus pousser plus avant mon examen, j'entrai d'un pas précipité. Lorsque j'atteignis la travée centrale, je m'apaisai enfin, persuadé que mes poursuivants n'oseraient me tourmenter en un pareil lieu. C'était sans doute accorder une importance exagérée à la notion de sanctuaire. Cela me laissait quelques minutes de répit que j'utilisai pour reprendre mon souffle. Je choisis de m'asseoir en bord d'allée, et quand je fus suffisamment reposé, j'observai l'endroit. Un Christ en croix entre les deux larrons attira mon regard et je m'approchai de cette magnifique sculpture. Fort beau mais de facture assez classique, trop sans doute, le Christ était éclipsé par ses deux acolytes au corps plus expressif. Celui de droite était même saisissant de vie et d'érotisme. Je me fis la réflexion saugrenue qu'il était vraiment dommage de sacrifier d'aussi jolis hommes. Alors que, rasséréné, je m'en retournai pour quitter l'église, j'aperçus une femme élancée, au front dégagé et aux très longs cheveux noirs, qui contemplait une statue encore plus étonnante que le sensuel triptyque, mais la femme me parut si belle que je délaissai le chef-d'œuvre pour la détailler. Elle portait une jupe très courte et de hauts talons. Son visage ovale s'ornait d'admirables yeux noirs et d'une bouche superbement dessinée. Sur tout autre, cette tenue eût paru incongrue, déplacée dans une église. Désireux de l'admirer d'un peu plus près, je me levai. J'avançai, me plaçai derrière elle, de façon à passer inaperçue. Sa chevelure atteignait son mollet. Contrairement à la plupart des femmes qui ont dépassé la trentaine, ses cheveux n'avaient pas cet aspect terne et cassant qui résulte sans doute de trop nombreuses colorations. Souples, épais, soyeux, d'un noir bleuté, ils appelaient la caresse. Je regardai la fameuse statue qui représentait un presque squelette dressant son bras décharné. Alors que je me demandais ce qu'il pouvait bien brandir de la sorte, j'entendis la jeune femme répondre d'une voix veloutée à ma question muette. C'est son cœur qui l'élève ainsi. Elle se retourna et j'eus la confirmation de son extrême beauté. Une beauté sans affaîtrie et un visage à la peau mate qu'illuminaient des yeux de braise. Nous discutâmes des mérites de l'ouvrage de Ligier Richier. Elle m'expliqua qu'un transi se pouvait comparer au gisant et qu'on le trouvait principalement dans l'est de la France ainsi qu'en Allemagne occidentale. Le défunt n'était pas représenté dans une attitude sereine, mais bien au contraire dans le réalisme de la putréfaction. Transi, dans son acception du XIIe siècle, signifiait transi de vie, c'est-à-dire trépassé. Elle m'apprit qu'il figurait le corps de René de Chalon, prince d'Orange, mort au combat en 1544, à l'âge de 25 ans. Son épouse, Anne de Lorraine, avait demandé au sculpteur de montrer le corps de son mari tel qu'il était 3 ans après sa mort. Comme je m'interrogeais sur le sens qu'il fallait donner à sa singulière posture, elle me considéra quelques instants comme pour lire en moi, sourit, puis, sans répondre, reprit sa contemplation. Lorsqu'elle parut rassasiée, je lui parlai du Christ en croix entre les deux larrons, pour constater que nos avis convergeaient. Cet ouvrage avait été attribué au même Ligier Richier.
Je lui fis remarquer que le chiffre 3 revenait dans bon nombre d'œuvres d'art et notamment religieuses. Elle hocha imperceptiblement la tête à ce commentaire dont je regrettais la banalité avant même d'avoir achevé ma phrase. Nous conversâmes encore quelques instants à voix feutrée et je pris congé. J'ignorais son nom, qui elle était, où elle vivait. Paralysé par la timidité et la crainte de me voir repoussé, je n'avais osé lui proposer un rendez-vous. J'avais de toute façon la presque certitude de croiser de nouveau sa route. Quand, en quel lieu, en quelles circonstances, je ne le savais pas. Je quittai l'église le premier. Arrivé sous le porche, je me retournai. Elle n'était plus là. Un bref instant, cette disparition fantomatique m'effraya, puis je me dis qu'elle se dissimulait dans quelque chapelle latérale et recouvrait ma sérénité. Songeur, je descendis les degrés. La crainte d'être poursuivi, qui avait un temps quitté mon esprit, me reprit dès que je me retrouvai dans la rue. Mon angoisse changea même d'aspect, puisqu'elle s'incarna en une piquante et alerte jeune femme aux cheveux blonds, manifestement décolorée, que j'aperçus de profil. Cette figure pourtant charmante me parut menaçante. Elle portait une robe noire bien ajustée qui lui arrivait aux genoux, chef-d'œuvre de simplicité qui épousait un corps parfait. Un chapeau à bord assez large lui conférait une note d'originalité. Sa physionomie enjouée contrastait avec la douceur sereine de la dame de l'église. Pour couper court à mon angoisse, je me hâtai de regagner mon hôtel. Fin du chapitre 1.